Veuillez vous asseoir. Monsieur le témoin, certainement les conseils des parties civiles ont quelques questions à vous poser, donc vous voudriez bien prêter attention à leurs questions. Monsieur Dadier, l'enfant de 17 ans a assisté à l'arrestation de son père dans les conditions que vous avez décrites. Il s'est retrouvé à la DDS, assisté à des scènes de torture atroces, l'arbatachar, arrachage des ongles. L'enfant de 17 ans s'est retrouvé avec un cadavre dans une cellule de 6 mètres sur 3. Et sorti de prison, l'enfant de 17 ans s'est vu déposséder, lui et sa mère, de leurs biens, devenant un SDF. Ma question est de savoir comment l'enfant de 17 ans a pu vivre tous ces événements. Merci. C'était très difficile. Vu même le fait de raconter, parfois on a la chair de poule, sincèrement. Parce que les conditions étaient atroces. Du fait que du jour au lendemain, on se retrouve avec rien. Vous voyez un peu. C'est difficile. Être chassé comme un malpropre de chez soi. Et c'est pas seulement de la grande maison, mais même de 2 maisons. Imaginez un peu ce que je peux ressentir. Et c'était difficile parce que même après notre sortie de prison, il a fallu qu'on nous fasse le hymne pour que le sang sorte de notre pied. Imaginez un peu. Vous voyez un peu le hymne, ce que les femmes font pour embellir en noir leurs pieds. Il a fallu que la mère nous fasse ça pour que le sang sorte de notre pied. Parce qu'on était tout le temps pieds nus. Monsieur Dadier, vous avez évoqué la carrière de votre papa pendant les périodes avant Hissène Habré jusqu'à 82. Et de 82 à 97, quelle fonction votre père a assumée? 82 à 87. Oui, avant son arrestation. Quelle fonction officielle, surtout dans le cadre de la collaboration avec M. Habré? En 82, il était membre du CCFAN, le Conseil de commandement des forces armées du Nord, qui était l'organe central. Et il était seulement là. Vous voyez. C'était à partir de 85 qu'il était nommé président directeur général de la SONASUD, jusqu'à ce qu'il fût enlevé. Oui. Il était nommé par M. Hissène Habré. Tout à fait. Ma dernière question, évidemment, Guinée Corée vous a dit que l'ordre d'arrestation venait du président de la République. Vous l'avez réaffirmé ce matin. Tout à fait. S'agissant du véhicule immatriculé PR, vous avez dit que ce véhicule est venu maintes fois chez vous. Est-ce qu'il est venu pour un message ou bien c'est M. Habré lui-même qui venait transporté par le véhicule? Non. C'est justement, il venait pour récupérer mon père et aller. Donc il venait sur invitation de M. Hissène Habré avec le même véhicule. Tout à fait. Et c'est ce même véhicule qui est venu procéder... Pas ce même véhicule. J'ai dit c'est le même véhicule similaire. Mais celui qui est venu arrêter mon père, c'était immatriculé PR02. Ça, j'étais sur le site de la porte. Mais il se peut que d'autres véhicules, les mêmes Mercedes noirs, qui peuvent venir, mais n'ayant pas les mêmes immatriculations. Donc c'est le type de véhicule de la présidence. Tout à fait. Un véhicule similaire en tout cas, qui est venu procéder à son arrestation. Tout à fait. Voilà. Vous avez dit également que après la chute de M. Habré, comme pratiquement toutes les personnes enlevées,
vous aviez espoir de retrouver votre papa Tout à fait. et vous êtes rué donc, au niveau de la DDS, Pas au niveau de la dette, au niveau de la présidence. de la présidence. Justement, il y avait une prison à la présidence. Justement. Donc là, vous présumez qu'il était détenu dans une prison à la présidence. Vous savez, quand on est à un moment de détresse, tous les moyens sont bons pour chercher là où on veut trouver son prochain. Je ne saurais le dire s'il était là ou pas. J'étais parti au pif, comme on le dit. Et toujours est-il que en 90, 1er décembre 90, vous n'avez aucune trace de votre papa. Depuis qu'on s'est séparé de la prison, on n'a plus de traces de lui. Voilà, je vous remercie. Monsieur Mamad Nour Dadi, c'est dur à porter tout ça, tout ce que vous avez décrit ici, mais nous sommes obligés de vous poser quelques questions, de vous rappeler peut-être ce que vous cherchez à oublier. Je voudrais donc savoir, vous avez déclaré que votre père était le chef de file des Adjaraï. Elle politique. Elle politique. Est-ce qu'il était membre du Mozanat, Je ne saurais le dire. qui est le mouvement des Adjaraï et créé par les cadres Adjaraï? Je ne saurais le dire. Je ne sais pas. Quelle relation entretenait votre père avec M. Godi et M. Maldomabas, qui étaient les chevilles ouvrières de Mozanat? C'était, surtout avec M. Aaron Godi, c'était des cousins presque. Parce qu'ils étaient tous de l'Etikenga, l'un des clans qui était le plus martyrisé. Et avec M. Maloum, étant chef de file de Adjaraï, souvent, il venait à la maison, il discutait politique avec mon père. Et ainsi que d'autres. Hein. Par exemple, M. Issa Dardeki aussi, qui venait quand il n'était pas en mission, bien évidemment. M. Hissène Michelin, qui n'était pas plus loin, était à peine à 100 mètres de chez nous, qui venait souvent aussi. Et la plupart, c'était des Adjaraï. Donc, du fait de tel, ils se rencontraient souvent à la maison. Mais je ne peux pas vous dire effectivement que mon père faisait partie du Mozanat. Ah, je ne saurais le dire. Et vous savez que sont devenus ces messieurs Godi, Maldomabas? Oui, après on a su. C'est juste après la sortie qu'on a su que Maldouma est venu avec le MPS, Godi qui est décédé, Michelin aussi qui est décédé en prison. C'est tout, pas plus de détails que possible. Vous avez parlé également de M. Saleh Gamba qui était à la maison chez vous. C'était à quelle période? Il vivait avec vous à la maison ou il est venu à une période donnée? Non, pour il vivait quelque presque. temps? Hein. Quand il était à Marwa, il était chez nous. Quand il était à Marwa, il était chez nous. Il logeait avec nous. À Marwa, au Cameroun, il était là, il était chez nous. Et souvent, il vient quand mon père est en déplacement. Il vient rester avec nous. Et quand mon père rentre, il s'en va. Parce qu'il était aussi parmi les membres des rédacteurs du journal Al-Watan. Donc à chaque fois, il se rendrait à Kousseri pour voir ces gars. Mais son domicile principal était à Djamena? Pendant quelle période, s'il vous plaît? Quand il venait chez vous? Ou bien il avait déjà quitté Djamena pour le Cameroun? Définitivement quitté Djamena pour le C'était toute la clique de fans qui était dehors. Donc forcément, il n'avait pas de domicile en Djamena, tout comme mon père. Ils étaient tous à Marwa, ainsi que la plupart des femmes pendant cette période.
Et vous avez quand même eu des informations sur lui, puisque des témoins ont dit qu'il s'était réfugié à Bitkin ou à Mongo. Il a été arrêté là-bas et ramené à Djamena. Si, j'ai appris comme tout autre ce qui s'est passé. Parce qu'on avait aussi des cousins qui étaient au village. Et connaissant leur lien avec nous, ils nous ont raconté un peu ce qui s'était passé. Exactement quoi? Vous savez un peu? Qu'il avait été arrêté en pleine brousse et qu'on l'a ramené à N'Djamena. Il n'est plus sorti. Ok. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, Monsieur le Président. La mémoire des hommes est terriblement fragile. On ne fait pas état de ses conceptions personnelles, mais vous me permettrez de dire que quand la plainte a été déposée en 2001, j'ai vu un jeune homme. Donc j'ai vu, monsieur le témoin. J'ai lu ces déclarations. Elles sont multiples. Vous les avez dans votre dossier le 23 août 2013, 21 mars 2014, 13 décembre 2001, donc à Bruxelles, devant le juge d'instruction. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à chaque fois, c'est la même version. Et ma première question est justement une question difficile parce qu'elle va comporter sur l'enfance. Le témoin connaît M. Hissène Habré, qui est à côté de nous. Le témoin connaît les enfants de M. Habré, puisque, semble-t-il, il a eu l'occasion de les rencontrer, c'est exact. Tout à fait. On joue avec des voitures ou Dieu sait quoi. Le papa parle, papa de monsieur, avec M. Habré. On se voit souvent. Les enfants. Oui. Ouais. Est-ce qu'il est arrivé que M. Habré vienne boire un verre à la maison? Une fois, ça je l'ai aperçu. J'étais venu discuter et partir. Ça c'était bien avant 84. Qu'est-ce que vous inspire la phrase qu'on a relevée il y a 3 semaines des psychologues qui ont dit que M. Habré était fidèle en amitié? Ça m'étonnerait. Vu ce qui s'est passé, parce que non seulement l'arrestation en tant que telle de mon père, mais c'était la façon dont on avait traité sa famille qui était le plus frappant. S'il n'avait pas trouvé M. Dadji, on peut comprendre qu'il pourrait s'acharner sur les membres responsables de la famille. Mais M. Dadji était avec lui. Il a été arrêté, il a été amené à la présidence. Mais qu'est-ce que ces enfants ont fait? Nous étions 10 à cette époque. Comme je vous ai dit, le premier a 20 ans et la dernière, elle a à peine 1 an. Elle n'a pas connu son papa. Qu'est-ce que nous on a fait? Rien du tout. C'est pas parce qu'on est à Djaraï, ou bien parce que le père est à Djaraï et ça devient un problème. Je ne pourrai pas. Je n'ai pas compris cet acharnement à pouvoir, si vous me permettez l'expression, clochardiser la famille. Anéantir la famille. C'est ça qui est frappant. Parce qu'être chassé de sa maison, de ses maisons, sans ressources, imaginez le sort. Et passer 3 ans. C'est comme manger, Dieu seul sait qu'on est. Il y a des journées sans nourriture. Il y a des journées avec dîner. Il y a beaucoup de choses. Donc imaginez, nous, j'étais jeune à cette époque, je pouvais comprendre. Parce qu'étant sorti de la prison, on peut en quelque sorte être un peu aguerri. Après avoir vu certaines exactions, on peut être aguerri.
Mais mes petits frères, ceux qui ont 5 ans, 3 ans, ils ne pouvaient pas comprendre. Et ayant vécu pendant toute leur période, si vous me permettez l'expression, dans la bonne vie, parce qu'ils mangeaient 3 fois, tout, ils étaient bien, et subitement, les choses les plus simples manquaient. Parce qu'en fin de compte, la nourriture, c'était le plus simple. Et c'est cela qui manquait. Imaginez leurs pleurs, la maman qui s'élève, qui essaie de les calmer. C'était difficile. Et vraiment, il faut tirer chapeau à toutes ces femmes-là qui ont vécu cet enfer. Je vous remercie. Justement, à propos de l'arrestation, vous avez déclaré, chaque fois le récit est le même, je le répète, à propos justement de M. Correille, dont on va retrouver le passage jusqu'au bout du règne de Dieu à la DDS, vous avez dit qu'il s'appelle Correille. Guinée Correille. Oui. Il venait de temps en temps à la maison. Et alors vous avez dit quelque chose d'intéressant. Ma question sera le soir en question, plutôt que de rentrer dans la demeure, il est resté au grand portail, ce que j'ai trouvé étrange. Vu le lien, parce que étant venu en 82, 83, c'était la période où N'Djamena a subi tout le dommage et que la plupart des écoles étaient détruites et la seule qui restait, les deux qui restaient étaient le collège Sacré-Cœur et le lycée Eboué, qui tenaient à peine. Donc tous les responsables avaient leurs enfants au Sacré-Cœur. J'y étais, le fils d'Abré, le cousin Aguini. Tout ce monde, on se connaissait. Et on n'était pas nombreux au Sacré-Cœur. On était à peine 10, 15 par classe. Donc, on se connaissait parce qu'on a fait une longue période. Moi, personnellement, j'étais au Sacré-Cœur de 82 jusqu'en 90. J'ai fait 7 ans au Sacré-Cœur. De la 6e à la terminale. Donc, forcément, on avait les mêmes lieux de rencontre, les mêmes lieux de distraction, et on connaissait, parce qu'à chaque fois, quand mon père venait nous récupérer à l'école, ils discutaient avec leurs parents respectifs. Parfois, ils venaient à la maison, parfois, nous, on allait leur rendre visite. Nous étions jeunes. On assistait à des anniversaires. Donc, il y avait ce lien-là. Et précisément ce jour du 28 mai, ces retraits étaient dus à ce qu'ils avaient essuyé des tirs quand ils étaient partis, quand ils voulaient arrêter Maloum, quand ils voulaient arrêter Arongodi. Donc il s'était dit que, sachant que mon père avait aussi des militaires, on avait 4 records. Ce jour-là, il n'y avait que 2 à la maison. Et en 7 ans, la plupart des responsables des fans avaient des garde-corps, avaient des armes à la maison. Et ils le savaient. Donc s'il était venu et qu'il y avait tir, il allait prendre la première balle. Parce que c'était lui il était avec Djendjoto à la porte. Donc les premiers cartouches seraient pour eux. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ces reculs est dû à cela. C'est ce que vous avez pensé pour vous, mais est-ce que votre père a vu tout cela? Est-ce que dans le regard que vous avez croisé de votre père, on est pour le moment à la première partie de la soirée, votre père semblait inquiet? Ou bien est-ce que, quelque part, il a marché dans le piège en disant « mais si la présidence me demande, j'y vais ».
Je ne saurais le dire. Et sauf que quand on est venu de rejoindre la prison, Ça, c'est 23h30. Hein. autour de 23h, 1h du matin. À ce moment, quand on est venu le trouver, il paraissait imperturbable. Et c'était plutôt lui qui nous dit non, ne vous en faites pas, c'est des choses simples, mais ça pourrait aller. Mais rien ne va vous arriver. C'est lui qui essayait de nous calmer, parce qu'on était effrayés. Ça, il faut le dire, on était vraiment effrayés. On vous fait sortir du lit pour vous amener en prison. C'est un peu dur d'accepter. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cette déclaration de M. Djedé Kourtou Gamar. Non. Il témoigne que M. Ahmad Dadji était la personne la plus crainte après Idriss Miskin, et j'ouvre les guillemets, 2 jours avant son arrestation, parlant de votre père, il me faisait part de ses inquiétudes, mais il me disait qu'il était plus préoccupé par mon cas que par le sien. Ça rejoint la personnalité de votre père. Effectivement. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, après la mort d'Idriss Miskin en 1984, il y a eu beaucoup de murmures. Et personnellement, j'ai vu beaucoup de réunions que mon père a présidées à la maison. Parfois, c'était houleux. Je ne vous dis pas, c'était houleux. Il y a parfois des militaires qui sortaient comme ça, seulement sans même fermer la porte, la grande portail. Donc ça veut dire que peut-être il essayait de les calmer, peut-être. Je dis bien, parce que n'ayant pas assisté à cette réunion, je ne saurais dire ce qui fut dit ce jour. Mais je crois que c'est cette crainte, il la sentait venir. Parce qu'après cette période, souvent, avant, quand il sortait, il était détendu. Mais après la mort d'Idriss Miskin, quand il sortait, il avait toujours son arme avec lui dans la maison, dans sa voiture. Toujours. Et avec un de ses gardes-corps. C'est sauf quand il allait dans les places mortuaires, ou bien quand il rendait visite à ses amis qui ne prenaient pas ses garde-corps. Et souvent, c'était moi qui lui conduisais, parce qu'il était blessé quand il était jeune, au bras droit, au bras gauche. Donc, il y a des périodes où ça lui faisait mal, il ne pouvait pas conduire. Donc, c'était moi qui conduisais pour lui. Il le déposait chez ses amis, tels qu'Ali Salim, les Seydou, les Antoine Bangui, Dabzak, Frout. J'allais avec lui. Une fois, c'était même à la présence. J'étais parti avec lui. J'étais dans la voiture. Je suis sorti pour les saluer et revenir dans ma voiture. J'attendais. Nous avons discuté à peine 20 minutes, il est sorti, on est reparti. Donc, ce que Djedé Kourtou dit, ça reflète en même temps le climat qui prévalait en ces temps. Et le rôle qu'a joué mon père. Lui étant déjà assez mûr, il le connaît plus politiquement que moi, je le connais en tant que père. C'était ses compagnons. Si vous me permettez, Monsieur le Président, on est à 23h30. Je voudrais poser la question à Monsieur le témoin. Il voit son père. Alors, est-ce que c'est une entrevue où il a pu lui dire des choses? Est-ce que c'est simplement un croisement? Est-ce que c'était une pièce qui était une sorte de prison? Est-ce que c'était un couloir? Dans quelles circonstances il a vu son père? Donc, il l'a vu, il le précise dans ces 3 interrogatoires. BSIR, vers 23h30, on a retrouvé notre père. Deuxième question, sous-question, avec qui était-il? Je n'ai pas compris. Première question, où avez-vous revu votre père à 23h30? Dans quels locaux? À la prison de la Bessire, il était là, assis. Entouré? Il n'y avait que des prisonniers. Les prisonniers.
Et votre père vous a parlé longuement, ou vous avez pu échanger, ou bien c'était Pas du simplement... tout, il essayait seulement de nous calmer. Mais ce petit instant intime, si vous me permettez l'expression, parce qu'en prison, il n'y a plus d'intimité, ce petit moment qu'il essayait de nous parler, mon grand frère et moi et mon cousin, il essayait de nous calmer. Mais ça a été coupé lorsque l'enfant de Khamis Eli, qui était à peine plus de 12-13 ans, était venu nous rejoindre dans la prison parce qu'il était en train de pleurer. Donc il s'est retourné, et comme l'enfant connaissait mon père, il a directement cherché refuge dans ses bras, et il essayait de le calmer. Donc il nous a quand même en quelque sorte oublié parce qu'on était déjà grands. Et on pouvait comprendre ce moment-là. Votre père était déjà donc considéré à ce moment-là comme un prisonnier, puisqu'il n'était plus avec son rang de conseiller diplomatique, il était sur un banc avec d'autres prisonniers. Vous avez compris à ce moment-là ce qui se passait? Oh, pas du tout. Parce que nous, connaissant son entourage, connaissant ses liens politiques avec Abré, on s'est dit que peut-être il y a eu malentendu et que ça pouvait passer. C'est tout. Ça, c'est l'impression que j'avais eue, sincèrement. Et après 23h30, vous l'avez encore revu ou entreaperçu? Pas du tout. Votre Dès qu'il est frère... sorti, il est rentré dans la voiture, il est parti, on ne l'a plus revu. Oui, ça c'était ma question suivante. Mais d'abord, votre frère était avec vous, était avec lui? On était tous ensemble. On est venus tous le trouver, tous les trois, dans la prison. C'est ça. Et il est parti en voiture. C'est la même voiture, la voiture présidentielle ou la voiture genre présidentielle PR2 ou bien... Non, c'était comme j'étais en face de la porte, et vu le temps, je ne saurais dire que je crois que c'est la même voiture parce que le temps était très court, à peine 1 heure. Je ne saurais dire que cette voiture est partie ou revenue parce qu'on était dans l'intérieur. Déjà en 2001, devant le juge d'instruction belge, vous avez dit que les ordres d'arrestation de votre père, qui allait être donc arrêté, provenaient de Correille. Comment vous l'avez appris? C'est lui qui était venu à la maison. C'est lui qui est dit, qui est venu à la maison pour dire que le président a besoin de vous, à mon père. C'est ça. Et question tout de même qui a son importance, Correille pouvait-il, à 23h30, ignorer que c'était pour l'arrêter? Ou bien savait-il très bien, depuis le début, à votre estime, que la manigance était d'arrêter votre père et de l'entraîner dans ce piège? Je ne peux pas le dire précisément ce qu'il pensait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moments où mon père sortait en pleine nuit pour revenir le lendemain matin. C'était à plusieurs reprises. Donc pour moi, c'est une habitude. C'était une habitude. Il dit fermez la porte, moi je vais venir demain matin. Il prend sa voiture et s'en va. Parfois on vient le chercher. Donc on était habitué à cela. Vous avez déclaré lors de vos interrogatoires la manière dont vous l'avez dit tout à l'heure, je ne reviendrai pas, la manière dont vous avez assisté à des tortures. Vous n'étiez pas seul à assister à ces tortures, vous aviez vu comment torturer des gens. On vous a posé à vous des questions, notamment sur votre père, et vous avez déclaré devant les juges d'instruction en 2014, confirmant ce que vous aviez dit en 2001, qu'on vous posait des questions, et la question principale était de savoir est-ce que votre père avait une cache d'armes chez lui ou dans son jardin. Pouvez-vous nous dire quelle était, à part cette question-là, si vous la confirmez, les autres questions qu'on vous posait pendant les interrogatoires? Je confirme cette question et j'irai même plus loin. Parce que lorsqu'on a été relâché, on avait notre cousin qui était
dans notre jardin qui se trouvait à 80 km de N'Djamena. Quand il avait appris qu'on était relâché, il était venu à la maison pour dire mais on a fait tellement de trous dans le jardin qu'on a même tué beaucoup de plantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon père va aller bien? À ce moment, on s'est mis à lui raconter. Donc ça confirme qu'il cherchait des armes. Chose qu'ils n'ont pas trouvée, bien entendu. Alors la question toute simple, pourquoi ces questions, puisqu'ils avaient fouillé, pillé votre maison, pourquoi ces questions alors qu'ils connaissaient la réponse, puisqu'il n'y avait pas d'armes? À votre avis, à quoi servaient ces interrogatoires? C'est juste avec les interrogatoires, avec les... comment dirais-je? Avec la torture morale qu'ils nous faisaient, peut-être ils s'étaient dit qu'on pouvait lâcher quelque chose qui pourrait les intéresser. Mais hélas, on ne savait rien de ce qui s'était passé. Pour ce qui concerne justement le passage dans des salles de torture, c'était du même genre, j'imagine. On vous montrait des tortures pour vous faire peur, pour vous influencer, pour impressionner. Parce que quelle était l'utilité de vous montrer ces gens qu'on torturait, dont on arrachait les ongles, qu'on torturait sur une chaise? Est-ce qu'on vous a expliqué le pourquoi de cela? Justement, on ne nous disait rien. Dès qu'on venait, on était là debout. C'était devenu un préalable pour nous mettre dans le bain, peut-être pour nous dire que essayez de cracher le morceau, sinon vous allez subir le même sort. Mais on ne savait rien, sincèrement. Je suis, Monsieur le Président, pour vous rassurer dans la dernière partie de mes questions. Le témoin a eu des mots particulièrement pénibles en 2013 lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction. Après les tortures auxquelles il a assisté, il a dit, je cite, j'ouvre les guillemets, je vais les refermer très vite, avoir marché sur des cadavres. Était-ce dans ces salles de torture ou et dans sa cellule? C'était dans les salles de torture. Il y en avait un, il y en avait plusieurs. Il y en avait deux pour la troisième fois qu'on nous interrogeait. Un là-haut, dans l'allée, qui nous servait, on peut dire, qui nous servait de nous asseoir, parce qu'on était debout. Et l'autre dans la salle de torture. Parce qu'il y avait... la salle de torture était faite de telle sorte qu'il y avait une antichambre. C'était 2 chambres où il y avait juste un petit muret du côté gauche et une grande partie qui était ouverte. De ce fait que ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient en face de nous, étaient barrés par une clôture, par un petit muret. Mais nous, de notre position là où on est, on voyait clairement ce qui s'est passé, parce que c'était à peine à 3-4 mètres. Donc à chaque fois qu'on venait, nos intentions étaient focalisées sur ces tortures, parce qu'ils ne parlaient pas. Une fois que le supplice que ces gens ont subi finissent, d'abord ils se retournaient pour nous demander, pour nous poser les questions. Vous avez déclaré tout à l'heure qu'on vous avait mis, ainsi que toute votre famille, sur la paille. Vous avez donné une description de la manière dont votre maison a été pillée. Je reviendrai sur une phrase. Tout ce qui est dans la chambre de papa et dans le salon a été emporté à bord d'un véhicule VLRA. Alors, c'est ici que je voudrais votre réponse. Ils ont fait une dizaine de rotations pour pouvoir transporter tous ces biens. Il ne restait plus rien. Tout à fait. Parce qu'ils avaient commencé d'abord par... Parce que quand on était venu à notre sortie de prison, la villa qui servait où mon père était, il y avait sa chambre et son salon. Il y avait aussi la chambre de ma mère et son salon à elle.
Donc ils avaient fermé de telle sorte que même ma mère n'avait pas accès à la chambre de son mari. Donc ils avaient tout pris. Et lorsque ils étaient venus pour piller, ils n'ont non seulement fini avec les affaires de mon papa, mais ils ont même commencé à prendre les affaires de la maman. Et puis, c'était la cuisine. Et puis, nos maigres, nos motos, et quelques habits qu'ils trouvaient qui les intéressaient. Et ça, c'était un militaire qui s'était partagé devant nous. Nous ne pouvions rien faire. On les regardait faire. Le témoin sait que dans les archives qui ont été retrouvées dans ce dossier volumineux, une liste des personnes arrêtées pour, ouvrez les guillemets, l'affaire du lieutenant Maldoum contenait en mention 4, donc en quatrième ordre, le père, son père. Il y avait Kamis, Issa Nset Nanga, Salen Gaba. Ah, Salen Gaba. Et votre père, est-ce que vous le saviez? Si, j'ai une copie. Celui qui est venu notamment chez vous s'appelait Correille, mais il y en avait un autre que nous commençons à connaître par son surnom, Bidon. Il était là aussi. Non, pas ce jour. Mais il venait quand on était interrogé à la salle d'interrogatoire. Je ne vous ai plus vu depuis 15 ans. Ça fait pareil. Je ne vous ai plus vu depuis 15 ans. Maintenant que vous êtes devant M. Sénabré, Monsieur le Président, je vous demanderai de lui demander ce qu'il a à lui dire. Maître, vous avez fini vos questions? Oui. Je voudrais que... Est-ce que vous avez Parce quelque que ce chose... n'est pas au témoin de poser la Non, question. mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à M. Abré? C'est ma question. Je voudrais qu'on la lui pose. Qui, moi? Oui. Qui me disent qu'est-ce que mon père lui a fait? Et pourquoi cet acharnement sur nous? Qu'ils me disent. Et comment il est mort? C'était son compagnon de lutte pourtant. Ils avaient fait du chemin ensemble. Pourquoi? Il pourrait très bien l'enfermer. Mon père était non politique, ça je ne peux pas le nier. On pourrait l'enfermer comme tout autre. Juste le temps de faire des enquêtes, de savoir s'il était impliqué ou pas. Seule la Cour et moi voyons que M. Sénabré bat du pied depuis 10 minutes. Pouvez-vous lui poser la question de savoir s'il a quelque chose à dire après ce témoignage? Je vous remercie. Si M. Hissène Habré a quelque chose à dire, certainement le dira. D'autres personnes souhaiteraient intervenir au niveau du banc? Bien. Donc, la défense prendra par la parole, certainement pour poser certaines questions. Maître Mounir. Je vous remercie, Monsieur le Président. 7. Vous me faites l'honneur et le privilège de vous adresser directement à moi. Moi, j'aurais quelques questions à poser à Monsieur Dadji. C'est comme ça qu'il faut vous appeler, Monsieur? Ouais. Monsieur Dadji. D'accord. Voilà, je voudrais vous poser quelques questions, Monsieur Dadji. Vous aviez 17 ans Oui, à l'époque. tout à fait. Vous avez été emmené, je crois, vous, votre frère aîné, c'est ça, et votre cousin. Vous avez été directement conduit
dans les locaux de la BSIR, c'est ça? Directement. Directement. Et vous avez passé donc vos 14 jours de détention, vos 2 semaines à la BSIR, exclusivement, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Vous ne vous êtes jamais rendu dans les locaux de la DDS? Juste pour interrogatoire. Pas des locaux là où on emprisonnait. C'est-à-dire là où vous avez passé les 14 jours, 15 jours, c'est À la Bessire. à la Bessire. Vous n'avez jamais été à la DDS pendant cette période-là? On vous a jamais Qu'est-ce que emmené? vous entendez par DDS? Parce que dans la DDS, il y a les salles de torture, il y a les salles, les salles d'emprisonnement et autres. Dans les locaux de la DDS, de la direction donc de la documentation et de la sécurité. Là où il y avait les salles de torture, si on était là. Vous avez été donc également à la DDS? Les salles de torture se trouvaient où en ce moment? Les salles de torture? Je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question, moi j'y étais pas. Est-ce à dire qu'à la Bessire, il y avait des salles de torture ou une salle de torture, et à la DDS, une salle de torture? Ou bien En tout cas, les tortures se passaient exclusivement à la Bessire? Je vous pose la question, je vous dis Oui, que à chaque fois qu'on sortait, Oui. on nous mettait dans un pick-up F-34 bâché, Oui. on nous amenait à la Bessire, à la DDS pour interrogatoire. voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie de la précision, je vous remercie. Vous avez déposé à l'occasion de votre audition auprès du magistrat instructeur belge, plutôt de la police fédérale belge, des documents relatifs au recensement de la population de la préfecture du Guéra. Ce recensement concerne l'ethnie Adjaraï, essentiellement, ou toute ethnie confondue? Qu'est-ce que vous entendez par toute ethnie confondue? Je ne sais pas. Le Guéra est habité en grande majorité par des Adjaraï, Ouais. c'est ça? Les Adjaraï n'est pas une ethnie en tant que telle. Parce Ouais. qu'il y avait les Arabes et les autres, il y avait 22 sous-clans qui étaient là. Ce n'était pas une ethnie Adjaraï. Parce que le mot Adjaraï dit un habitant de la montagne. Donc tous ceux qui étaient là-bas étaient considérés comme Adjaraï en tant que tel. Bon, vous dites que ce n'est pas une ethnie, c'est quoi alors? C'est un clan, c'est une tribu, c'est... À vous de voir. D'accord. Et vous dites, dans la foulée, que je vous remets ces documents pour vous permettre, en fait, d'établir une comparaison avec le rapport d'Amnesty International. Vous avez été contacté par Amnesty International dans le cadre de... Je ne me souviens pas avoir dit ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je leur ai remis ces recensements pour leur permettre d'abord, parce qu'ils ne connaissaient pas le Tchad et le Guéra en particulier. Je les ai remis cela pour qu'ils puissent situer géographiquement, connaître la population et les mœurs de cette population-là, de cette région du Guéra. Alors je vais vous relire, si vous permettez, votre déposition. Je tiens à vous communiquer ces documents, donc les documents relatifs au recensement de la population de la préfecture du Guéra. Pour savoir le nombre. Je tiens à vous communiquer ces documents qui, en principe, doivent vous servir à établir une comparaison avec les rapports d'Amnesty International qui recensent le nombre de victimes par canton. Vous vous souvenez de cette déclaration ou pas? Il y avait, lors de M. Ismail Hachim, lors des fouilles, il m'avait remis une liste d'Amnesty International où il y avait ces noms. D'accord. C'est Qui juste c'était, ça. M. Hachim? Je n'ai pas été contacté par Amnesty International. Qui était M. Hachim? C'était le président à l'époque de l'AVCRP. De la Bessire? AVCRP. Bessire s'était passé. Oui, AB. Donc ça, c'est sous le règne de la 4e République? L'AB, comment vous dites? Pardon, excusez-moi, AVCRP. Association des ABC. victimes de crimes et répression politique du Tchad. D'accord, c'est une association en fait. Tout à fait. D'accord, d'accord. C'était le président de cette association. Tout à fait. D'accord, d'accord. Vous dites aussi que
lorsque vous êtes sorti de prison, après 2 semaines de détention, je me suis retrouvé en ville. D'accord? Donc, on vous a libéré, vous êtes sorti, vous êtes dans N'Djamena, vous êtes en ville. J'ai assisté à des coups de filet menés par des militaires. C'était des rafles. Oui, à des coups de filet, Tout à fait. des rafles, il n'y a pas de souci, c'est un synonyme. Où l'on triait les gens sur la base de la carte d'identité. Tout à fait. Alors ma question c'est, sur les cartes nationales d'identité tchadiennes, on précisait l'appartenance ethnique. Non. Alors? Mais on savait si vous êtes né où. Dans la carte d'identité, Oui. vous êtes né où. C'est écrit. Souvent on dit Oui, né à né à tel département. tel ou- département. D'accord. C'était suffisant. Parfois, beaucoup échappaient parce qu'ils étaient nés à N'Djamena. D'accord. Et vous avez... Mais d'ailleurs, vous le précisez, vous dites effectivement, les natifs de N'Djamena étaient épargnés. Quant aux autres du Guéra, de Mongo, etc., qui refusaient de se laisser embarquer, étaient froidement exécutés au vu de tout le monde et en plein jour. Vous avez assisté à ça? Je ne saurais vous le dire. Ça fait. Ça va. Mais c'est qui sûr, c'est qui tirait pour tous ceux qui se rebellaient. Écoutez, moi je vous lis votre déclaration, qui refusaient de se laisser embarquer, étaient froidement exécutés au vu et au su de tout le monde, et ce en plein jour. Exécuter, c'est trop. Avez-vous, Mais ils recevaient des balles. monsieur, s'il vous plaît, monsieur Dadji, avez-vous personnellement, devant cette cour, déclaré ceci ou pas? Si. Donc vous avez été témoin, personnellement, d'exécution. On peut En pleine rue et en plein jour. On peut parler d'exécution, monsieur. Bon, On tirait sur les gens. bon, ça va. Entre tirer et exécuter, il y a une différence. Vous êtes un intellectuel, monsieur Dadji, je ne vais pas vous le rappeler. Vous êtes ingénieur. Point besoin de le faire. Mais je vous dis que pour ceux qui se rebellaient et qui tentaient de fuir, on les tirait sur les pieds. Ça ne veut pas dire qu'on les exécutait directement. Ah, on leur tirait dans les pieds. On ne les exécutait pas. Au su et au vu de tout le monde et en plein jour. Tout le monde était là. Alors vous maintenez cette déclaration ou pas? On exécutait de plein jour les gens comme ça? Je n'ai pas parlé d'exécuter. J'ai dit, peut-être c'était un lapsus, mais j'ai dit, Bon, c'est bon, ça va. Ça me convient, votre réponse me convient. La Cour en tirera les conséquences. Et pour ma part, je m'en rapporte. Je reviens à M. Idriss Miskin. Paix à son âme, comme vous dites. Et paix à tous les morts. Vous dites qu'il était devenu une menace pour le président Hissène Habré. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? j'ai dit à quel moment? Ah, mais je vais vous lire là. Hissène Habré avait compris depuis longtemps qu'il devait se séparer de l'homme fort du pays, qu'était Idriss Meskin, qui était devenu une menace pour lui. Vous ne faites pas erreur par hasard. C'est vrai, mais vous ne faites pas erreur sur les mots. Pardon? Vous ne faites pas erreur sur les mots. Hissène Habré avait compris depuis longtemps qu'il devait se séparer de l'homme fort du pays, qu'était Idriss Meskin, qui était devenu une menace pour lui. Non. En 1984, il est décédé par suite d'empoisonnement. Qu'est-ce qui vous autorise à faire une telle déclaration? Maître, vous pouvez peut-être préciser la référence. C'est de quel procès-verbal dont vous parlez? C'est le procès-verbal de la police fédérale du 13 décembre 2001, dont a fait état mon confrère Maître Bautier. C'est le A108, voilà. Page, je vais vous dire tout de suite la page, 1, 2, 3, 4, page 4. Qu'est-ce qui vous autorise à dire qu'il a été empoisonné par le président Hissène Habré? Je viens de vous le dire que j'ai seulement vu dans les journaux qu'il était mort. Empoisonné ou pas, c'était des rumeurs. Mais vous dites... S'il vous plaît. Je vous en prie. N'ayant pas assisté, n'ayant pas vu l'autopsie, je ne peux pas affirmer qu'il était mort par empoisonnement. Mais vous l'avez affirmé pourtant. C'est une affirmation. Vous ne dites pas il y a des rumeurs qui ont couru, qui prétendent que M. Miskin, vous dites il est décédé par suite d'empoisonnement.
C'est français, je vous lis français, hein, Tout à je ne fait. sais pas. Tout à fait. Oui. Mais c'était des rumeurs. Ah, c'était une rumeur. D'accord. Et d'ailleurs, vous continuez en disant, je vous remets une copie d'un hebdomadaire datant de l'époque, du nom de El Watan. Un Exact. journal, je suppose. C'est un journal. Donc c'est ce journal-là qui avait divulgué cette information. C'est ça? À vous de voir. Si vous avez, il faut lire pour avoir plus de D'accord. précision. Donc vous confirmez devant cette cour que c'est une rumeur. J'ai remis le document, ça je le confirme. Et vous Maintenant, confirmez que c'est qui- une s'il vous rumeur? plaît, ce qui est là-dedans, vous n'avez que lire pour avoir plus de précision. Mais c'est ce que je suis en train de lire, monsieur. Le voilà. Le procès verbal que je viens de Je vous ne dis citer. pas de procès verbal. Lisez le journal, la loi tantôt pour avoir plus de précision. Non, je vous lis le procès verbal parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, c'est une pièce qui figure au dossier, monsieur Dadji, que la Cour, donc... Je vous dis, veuillez Laissez-moi lire. terminer, monsieur Dadji, s'il vous plaît, que je vous dise pourquoi je prends en compte ce document qui figure au dossier. Parce que vous dites, je ne désire pas, in fine, de votre déposition, je ne désire pas que ma déclaration me soit lue. Je souhaite la lire moi-même, en bon intellectuel. Je n'ai aucune modification, complément ou correction à apporter à ma déclaration. Voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce ou était-ce une rumeur ou affirmez-vous devant cette cour que M. Hissène Habré a empoisonné M. Miskin? Je vous envoie dans le journal La Loi Tante, s'il vous plaît. D'accord. Donc la solution est dans le journal Al-Watan, d'après vous. Il faut le lire. D'accord. Je l'ai lu. Vous savez, la presse dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez été torturé? Pas du tout. Moralement, si. D'accord. J'ai cru comprendre que vous expliquiez que, sur interpellation, que vous avez déclaré à la barre que c'était M. Hissène Habré qui avait donné instruction à M. Guéhini Correille de se rendre au domicile de votre papa pour aller le chercher en lui notifiant que le président avait besoin de lui. C'est bien ça? Je ne peux pas affirmer que c'est Hissène Habré qui lui avait dit ça. Mais ce que je peux affirmer, c'est que quand il était venu à la maison, c'est que M. Guéhini Correille a dit. D'accord. J'ai été clair? Ne vous emballez pas, Monsieur Dadji, nous sommes là simplement dans l'intérêt de la justice. Hein. Je C'est le tout. suis aussi. Sinon, je ne vais pas faire tous ces kilomètres pour ça. Ne vous Ah, mais inquiétez je m'en doute, je vois que depuis très longtemps, cette affaire vous tient à cœur et c'est tout à fait légitime. pas. Ah, Personne ne peut absolument rien dire là-dessus. Vous avez parlé d'un véhicule immatriculé SP, c'est ça? Ou PR, pardon. PR 02. Vous aviez dit que ce véhicule avait l'habitude de venir au domicile de votre papa. celui-ci ou bien d'autres? Non, celui-ci, entre autres, qui avait emmené votre... Tout à fait. Il avait l'habitude de venir. Il était conduit par qui quand il venait chez vous, chez votre papa? Ou alors, si c'était un chauffeur qui conduisait ce véhicule, ce chauffeur transportait-il quelle personne quand celle-ci venait voir votre papa? Le jour de l'arrestation, Non. Vous disiez tantôt que... c'était le chauffeur, il y a plein de chauffeurs de la présence, ils rentraient. Oui, mais ce véhicule, ce chauffeur, il transportait qui quand il venait avec le véhicule? Ça peut être X, Y, Z. Hein. Vous pouvez dire, tantôt il transportait monsieur un tel, tantôt monsieur un tel, tantôt monsieur un tel. Non. J'ai pas vu, je ne peux pas affirmer. Tout ce que j'ai dit, c'est que ce véhicule vient, il est dehors. Je ne suis pas sorti pour voir qui était dans le véhicule. Sauf ce jour où ce jour du 28 mai. Attendez, monsieur Dadji, oui. Connaissant la plupart, les 2 ou 3 chauffeurs qui venaient à la maison, je savais que c'était la Mercedes de la présidence. Et ces 2-3 chauffeurs transportaient
Qui transportait-il, je veux dire, quand il venait? Uniquement mon Maître, père. maître, peut-être la question serait de savoir, lorsque ce véhicule, ce type de véhicule, parce que c'est ce qu'elle dit, parce que ce n'est pas ce véhicule, c'est ce type de véhicule, Ce type de véhicule. venait à la maison, qu'est-ce qu'il venait faire ce véhicule? Est-ce qu'il transportait des gens pour votre domicile ou bien il venait pour autre cause? Il venait pour chercher mon père et aller. D'accord, très bien. Voilà, vous avez répondu à la question. Il fallait formuler. Voilà. Donc, vous avez été relâché après 14 jours de détention. Vous êtes reparti à l'école, normalement, je suppose, puisque vous nous avez dit que vous avez terminé vous avez passé votre baccalauréat en 1990, c'est ça? Tout à fait. Et donc, en 1990, c'était en quelle période? Je suppose au mois d'août, juillet, août. C'est en général, ça correspond un peu à la fin des examens, un peu, Tout à fait. dans la sous-région, c'est ça? Tout à fait. Donc, vous avez été déclaré admis à votre baccalauréat et vous êtes parti donc juste après pour l'Europe, pour vos études? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé après? On peut savoir si J'ai obtenu la bourse qu'en 91. vous avez obtenu la bourse en 91. Ouais. D'accord. Très bien. Vous dites avec la disparition de Idriss Miskin, des troubles ont suivi. Les militaires à qui on avait enlevé les armes sont partis les reprendre de force. Vous pouvez préciser cette... J'ai dit ça quand? Dans quelle pièce? À 108, bien sûr, page 4 toujours. C'était en quelle année? En 2001, le 13 décembre 2001, devant la police fédérale. Pas répondre. Belge. Il aurait dû faire, sinon je n'ai pas dit reprendre de force. Comment Regarde. reprendre de force? C'est les gens, les DDS qui étaient partis prendre les gens à la maison et souvent ils essayaient de coups de tir. Mais il n'y a pas de prendre de force. Comment les militaires veulent venir prendre de force? Ben, c'est ce que vous dites, je vous relis, hein, je ne sais pas, je lis peut-être mal. Il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur quelque part. Bon, je vous relis quand même, hein, peut-être que ça vous reviendra, vous êtes encore jeune, la mémoire ne doit pas trop faillir. Certes, Avec la disparition de Idriss Miskin, virgule, des troubles ont suivi. Point. Les militaires à qui on avait enlevé les armes sont partis les reprendre de force. De quels militaires vous parlez? justement. Et où Ça allaient-ils? m'étonnerait aussi. Parce qu'on faisait la chasse aux militaires algériens. Et ça m'étonnerait qu'ils se sont formés où pour venir... Ben, c'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est ce que vous avez déclaré. Donc Elle est nulle. voilà, c'est tout. Elle est nulle. Elle est nulle. Cette déclaration est nulle. Cette affirmation... Donc toute votre déclaration, tout votre procès-verbal est nul. Vous ne pouvez pas m'enlever ce que j'ai vécu, monsieur. Pardon? Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Ce que j'ai vu, j'ai vu. Ce que je n'ai pas vu, ne me dites pas, s'il vous plaît. Serait-ce une leçon de vie que vous êtes en train de me donner, monsieur Dadji? Je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes là pour faire votre boulot. C'est tout. Je vous dis ce que je connais. Ce que j'ai Croyez-vous vu. que parce que vous avez subi, certes, peut-être des événements douloureux, font que l'on doit vous croire sur parole, J'ai pas dit ça. prendre pour argent comptant tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, parce que vous vous appelez monsieur Dadji? Maître, je vous en prie, je crois que cet échange-là ne nous mène à rien. S'il y a des questions, je pense D'accord, que... je ce vous serait remercie, mieux. monsieur. Vous avez raison. En plus, vous avez parfaitement raison, monsieur le Président. Avec la disparition de Idriss Miskin, des troubles ont suivi. Les militaires à qui on avait enlevé les armes sont partis les reprendre de force. De quels militaires parlez-vous et où allaient-ils reprendre ces armes? Voilà ma question. Si vous pouvez y répondre, ça va. Si vous ne pouvez pas, vous me le dites.
Il ne répond pas. Vous ne répondez pas. Très bien. Vous aviez 17 ans. Votre papa était, à l'époque, très impliqué dans la vie politique tchadienne. C'est exact? J'attends la question. Si je vous demandais, à savoir si vous êtes au sujet, au courant plutôt, De quoi? d'une tentative de coup d'État qui se fomentait pendant cette période trouble et agitée, comme vous dites. Croyez-vous qu'à 17 ans, j'étais un ado? Pourtant, à 17 ans, vous avez dit beaucoup de choses. Oui, Oui. mais tentative de coup d'État, c'était les militaires. C'était moi, c'est pas moi, étant enfant, qu'on va Non, mettre pas au vous. courant pour aller faire un coup d'État. Pas vous. Pas vous. J'ai pas dit vous. À Dieu ne plaise. J'ai pas dit vous, Et monsieur Ce Dadji. ne sont pas des sujets auxquels le papa va dire à ses enfants qu'on venait avec moi. Je sais pas, vous le dites. Il n'y a pas de problème. Donc vous n'en savez rien. Pas du tout. Voilà. Je vous remercie, monsieur le Président. Je remercie la Cour. Et je remercie monsieur Dadji. La Chambre vous remercie également. Autre question? Bonjour, donc, monsieur Dadji. Bonjour, monsieur. Je vais commencer par... je vais emboîter le pas à mon confrère. Sur la situation politique trouble du Tchad. Vous étiez jeune, vous aviez 17 ans. Mais vous en avez souvenance quand même. Qu'est-ce que vous entendez par trouble du Tchad? Je veux dire, la situation politique. La situation politique trouble. À cette période, la situation politique ne m'intéressait pas. À 17 ans, on est plus enclin à aller jouer plutôt qu'à faire la politique. Vous ne convenez pas avec moi. Et que de tels sujets sont traités avec des adultes, avec des gens qui sont impliqués dans cette affaire. Mais on ne va pas dire à un enfant ce qui se passe. D'accord, mais à 17 ans, vous-même, vous nous avez dit que vous avez souvent vu à la maison de fréquentes réunions politiques. Des réunions auxquelles prenaient part des militaires. Vous avez qualifié certaines réunions, d'ailleurs, de houleuses, où certains ont boudé. Je le confirme, parce que là, c'est les choses que j'assistais. Quand j'ai dit politique, parce que c'était des leaders, c'était les responsables Hadjaraï. C'était les responsables politiques de l'heure, de la région du Guérard. Ils réfléchissaient ensemble. Parfois, c'était avec des militaires. Ce qu'ils se sont dit, je ne peux plus le confirmer. Soit, vous étiez jeune, c'est vrai, à cet âge, mais lorsque des militaires qui étaient nécessairement armés prenaient part à des réunions houleuses où il était question de réflexion politique. Je n'ai pas dit réflexion politique. J'ai dit que c'était les leaders politiques du Guérard qui venaient faire des réunions avec le vieux. Et les militaires, ils ne venaient pas à la maison armés. Ils ne venaient pas pour enlever quelqu'un. Ils venaient pour discuter.
C'était leur chef. Oui, mais monsieur Dadji, on présume quand même dans ce pays, c'est vous-même qui l'avez dit, tous au Tchad et à N'Djamena dans cette période étaient armés. C'est ce qu'on a vu en permanence dans ce dossier. Mais Donc, il ne s'agit pas de se balader avec des armes dans la ville. Monsieur Dadji, moi je n'étais pas au Tchad, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas cette affaire. Je veux juste des éléments clairs à l'attention de la Chambre, à la lumière d'un dossier que j'ai vu. Donc, coopérons dans ce dossier pour la bonne marche de la justice, c'est tout. Je dis, pour reprendre ma question, n'aviez-vous pas le sentiment qu'il y avait quand même des menaces, je dis, à la sûreté de l'État, pour qui connaît l'histoire politique peut-être de ce pays? Qui menace qui? Vous pouvez me préciser? C'est sûr que vous avez, durant les investigations, vous avez à lire les documents. Qui menace qui? Parce que je n'ai pas parlé de menaces quelque part. Je dis qu'il s'agissait de réunions parfois séditieuses. Vous l'avez dit vous-même, Il faisait des réunions. où des militaires, pardon, ou des hauts gradés participaient, et vous dites vous-même que c'était des réunions houleuses, où il y avait des tensions, et que parfois certains sortaient en laissant le portail. C'est ce que je dis. Je vous dis, est-ce que vous étiez jeune, vous ne saviez pas effectivement ce qui se passait ou ce qui se tramait, mais je dis, vous aviez quand même 17 ans, est-ce que ces réunions, quand même, ne pouvaient pas constituer des menaces à la sécurité ou à la sûreté de l'État? Vous ne le pensez pas? Non, pas du tout. On peut vous le concéder. Mais vous avez également, au cours de votre déposition ici et dans le cadre des PV que nous avons ici à notre disposition, vous avez fait état de coups de feu essuyés par ceux qui étaient chargés de procéder aux arrestations. Oui. Quand vous avez des blessés, quand vous amène des blessés, ce n'était pas poignardé. C'était des blessures par balle. Et parfois, c'était des blessures ouvertes. Et les gars, on discutait avec, on leur demandait qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont dit ce qui s'est passé. Non, je parle des opérations d'arrestation. Justement, de dirigeants. C'est par rapport aux militaires qui étaient venus nous trouver dans la prison. C'était par rapport à ça. Quand un militaire rentre dans la prison, quand on l'amenait à la prison, on vous le voyait, on lui demandait qu'est-ce qui se passe. Parce que nous aussi, on cherchait à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous dites dans votre déposition que lors de l'arrestation de Bada Abbas Al-Maldoum, ils ont essuyé des tirs, ainsi que lors de l'arrestation d'autres dirigeants. C'est ce que j'ai lu dans ce document. Tout à fait. Voilà. Ce qui me conforte donc dans mon idée que c'est un pays, ou en tout cas c'était une ville où les gens étaient armés. Puisque vous-même, vous nous dites que chez vous, votre père avait 4 gardes du corps qui étaient également armés. Ce qui a expliqué d'ailleurs que lorsque Ngihini Korey est arrivé, il est resté au portail pour éviter d'essuyer des tirs. Ouais. C'est vous qui l'avez dit. Tout à fait. Voilà. Je reviens également au journal El Watan. Mais précisez que quand je parle des gens armés, c'était les militaires et les quelques membres du CCFAN. Les gens qui a fait la rébellion, ils étaient armés. Moi, c'est la situation potentiellement conflictuelle qui m'intéresse et je pense que vous l'avez relaté dans vos dépositions et vous l'avez confirmé. La situation potentiellement conflictuelle parce qu'il y avait des armes un peu partout. Exact. El Watan était animé par qui? Est-ce que la ligne éditoriale, qui l'animait, El Watan? C'est écrit, je crois. Si vous avez le journal, ils écrivent en bas des pages. Non, je vous demande qui l'animait.
Si vous savez, si vous avez la réponse, vous pouvez la fournir. Non, je Et n'ai pas la réponse. il faudrait que vous sachiez que, en fait, toutes vos réponses ne s'adressent pas à celui qui vous a posé la question, mais plutôt à la Chambre. Je sais. Si maintenant vous avez la réponse, vous le dites, dans le cas échéant, vous dites, vous ne le savez pas. Ok. Justement, quand j'affirme, c'est que... Pourquoi je lui ai dit ça? C'est pour se dire que c'était... Le journal que j'ai déposé, c'était en 2001. 2001 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 14 ans. Est-ce qu'il faut que je retienne tout ce qui est écrit dans les journaux depuis 14 ans? Et puis, je travaille. Je n'ai pas m'encombrer de ça. C'est vrai, c'est une partie de ma vie que je ne saurais oublier. Mais en 14 ans, convenez avec moi que des parties peuvent m'échapper. La raison pour laquelle je dis, lorsque vous ne vous souvenez pas ou lorsque vous ne le savez pas, vous répondez simplement, je ne le sais pas. Ok. Vous étiez jeune, monsieur Dadi, c'est vrai, vous aviez 17 ans, mais vous avez vécu au Tchad, qui est votre pays. Vous savez effectivement que c'est une poudrière, avec tout ce cocktail ethnique et toutes ces tensions, toutes ces ramifications politiques. C'est peut-être une question que je vais vous poser. Pensez-vous qu'une presse responsable, pouvait dire, parlant de Meskin, qu'il avait été empoisonné alors qu'il ne s'agissait que de rumeurs? De votre côté également, avez-vous la preuve de ce que vous avez affirmé dans le procès verbal, à savoir que Meskin avait été empoisonné par M. Habré ou par ses services? Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas? Je ne peux pas. Merci donc, Monsieur le Président. C'était les seules questions que je voulais poser. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je poserai peut-être une seule question. Tout dépend seulement de la réponse de Monsieur Dadi. Monsieur Dadi, je m'intéresse particulièrement à tout ce que vous avez dit ici depuis cet après-midi. Parce que moi, je considère que vous êtes objectif. Alors, vous avez dit ici que les Adjaraï ne sont pas une ethnie et que Adjaraï signifie simplement habitant de la montagne. Vous confirmez? Je confirme. Très bien. Si c'est cela, vous qui connaissez ce que c'est que les Adjaraï, je vais vous dire que toute l'ordonnance de renvoi du président Habré par devant cette Chambre est fondée sur une idée d'épuration ethnique concernant les Adjaraï. Et que, à la page 76, par exemple, de l'ordonnance de renvoi, il est dit « enlèvement et disparition de membres de l'ethnie Adjaraï ». Je trie comme ça, hein, sur le... Maître, oui, ce sont des questions. oui, Vous pouvez formuler la question parce que... elle arrive. C'est une seule question, Monsieur le Président. Ok, parce que... À la page 86 aussi, de l'ordonnance de renvoi, il est dit ceci. Dans un des rapports annuels, Amnesty International soulignait que plus de 180 personnes d'ethnie Adjaraï qui avaient été arrêtées, ainsi de suite.
Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là, de la part de l'accusation, d'une erreur grave? Quand on parle d'élimination systématique de l'ethnie Adjaraï, alors que vous, Tchadiens, connaissant mieux que tous ce qui se passe, vous dites qu'il n'existe pas d'ethnie Adjaraï. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là d'une erreur monumentale? C'est vous qui faites erreur. Je fais erreur. Vous faites erreur. En quoi faisant? Quand je dis il n'y a pas d'ethnie Hadjaraï en tant que telle, c'est parce que pour dire qu'il y a beaucoup de sous-clans qui étaient une entité Hadjaraï. Et c'est précisément parce qu'ils étaient dans la région du Guéra. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ethnie Hadjaraï. Je le suis. Mais monsieur Dadji... Peut-être on a du mal à se comprendre. Monsieur Dadji, j'ai commencé par vous demander si vous confirmez la déclaration ou pas. Je vous ai lu la déclaration et vous avez dit que vous confirmez. Je vous le précise. Non, attendez. Attendez. Vous savez, nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Il ne s'agit pas ici d'un jeu de dupes. On ne peut tromper personne. Les mots ont leur sens. Voilà la question. C'est vous-même qui avez déclaré que les Adjaraï ne sont pas une ethnie. Adjaraï signifie habitant de la montagne. Et vous avez précisé la composition. C'est plus d'une vingtaine de clans. Or, l'ordonnance de renvoi nous parle d'ethnie Adjaraï. Il y a forcément un problème. Visez plus loin. Dans la région du Guéra, je précise. Monsieur le Président, j'en ai fini. Il ne répondra pas. Maître, je crois qu'il est en train de répondre. Il n'a qu'à donner sa réponse et puis bon, on va clôturer. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, qu'il donne sa réponse. D'ailleurs, je Justement, vais quand j'ai pas à dit, mon confrère. je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ethnie Hadjaraï. Mais le mot Hadjaraï vient de ces vingtaines de sous-clans qui constituent la population de la région du Guéra. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'ethnie Hadjaraï, je le suis. Mais en fin de compte, je suis aussi Kenga, une des composantes de l'ethnie Hadjaraï. C'est clair. Donc, il existe une ethnie Adjaraï. Je le suis. Ah ben alors, pourquoi vous me dites qu'il n'existe pas d'ethnie Adjaraï? On ne va pas quand même mettre 107 ans pour que vous répondiez Oui, simplement. maître, on ne va pas revenir là-dessus. De toute façon, c'est mentionné dans la déclaration, dans le témoignage de M. Mahamat. Et la Chambre appréciera au temps opportun. Tout à fait, Monsieur le Président. Et j'ajouterai simplement que tous les ethnologues du monde ont répertorié ce groupe sociétal comme étant une ethnie qu'on appelle les Adjaraï. Mais c'est vous qui parlez d'ethnie. C'est l'accusation et les parties civiles. Maître, nous ne sommes pas en train de plaider. Qu'est-ce qu'il a, mon confrère, à chaque fois, Monsieur le Oui, Président? d'accord, mais justement, c'est ce que je voudrais éviter. Jamais interrompu. Mais maître, c'est ce que je voudrais éviter. Oui. Les passes d'armes, je crois que ce n'est pas le moment. Tout à fait, Monsieur le Président. Voilà, Garde donc son nous en sang-froid. tirerons toutes les conséquences qui s'imposent. Et certainement, ce passage fera l'objet certainement de vos plaidoiries. Et en ce moment, je crois que chacun pourra mieux motiver sa position. Bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, M. Mahamat, Monsieur Dadji. oui, vous êtes au terme de votre déposition et la Chambre voudrait vous dire merci pour être venu prendre votre temps pour partager avec elle les événements dont vous avez eu connaissance au niveau du Tchad et dont la Chambre est saisie présentement. Nous voulons vous dire également donc, que vous êtes au terme de votre déposition. Maintenant, vous êtes libre de repartir au Tchad pour reprendre vos activités. En tout cas, la Chambre vous remercie d'être venu pour pouvoir déposer devant elle. C'est à moi de vous remercier pour venir m'exprimer devant vous, afin que je puisse sortir ce que j'ai vécu, qu'on puisse comprendre. C'était ça l'objectif. Et j'aurais souhaité avoir des réponses, mais je sais que je ne l'aurai pas.
Je vous Bien, remercie. pour l'instant, la Chambre ne peut pas vous donner des réponses. Et Non, de toute pas- façon, pas par vous. de toute façon, nous sommes chargés d'une mission et nous allons l'exécuter avec les moyens qui sont les nôtres. Je vous remercie. Donc voilà. Bien, il est 17 heures passées. On me dit qu'il est 18 heures. Nous allons lever temporairement cette audience et la reprendre demain à 9 heures. Et le procureur va nous préciser avec quel témoin. Oui, ils sont programmés pour demain. Monsieur Marabi Toujé BG, code D 2039 et Outman Moussa D 841. On n'a que ces deux témoins. Voilà, on n'a que ces deux. Pardon? On n'a que ces deux témoins pour demain. Ok, donc pour l'instant, il y a deux témoins qui sont programmés. Et comme nous avons toute la journée à meubler, on verra bien. Je vous remercie et donc à demain.